Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de famille au sens propre comme au sens figuré. Une bande de bras cassés pour partir à la recherche de l'un des objets les plus mythiques et mystiques de l'histoire. On voyage cette fois-ci jusqu'à Camelot pour rencontrer les fameux chevaliers de la table ronde. À partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle, hein. L'aventure Camelot débute en 2003 lorsqu'Alexandre Astier écrit, réalise et produit le court-métrage Dies Irae. Grâce à l'Acting Studio, petite société lyonnaise autour de laquelle gravite une grande partie des acteurs qui sont présents au casting, notamment des proches et les parents d'Alexandre Astier. Ah bah vous avez le sens de la famille. Ah bah je trouve, oui, plutôt. Entre votre fille sur le trône et votre fils à la table ronde, question famille, je me suis pas trop foutu de votre gueule. Enfin c'est l'alliance ça, hein. Et bah justement, j'aimerais bien que l'alliance elle commence à marcher dans les deux sens. Et aussi pour les emmerdements. Le court-métrage, d'une durée de 15 minutes, remporte un franc succès et plusieurs prix à l'occasion de festivals. Ça tombe bien, Caméra Café, qui s'achève sur M6 et Yvan Le Bolloc, cherche un programme de remplacement. Les nouveaux programmes proposés ne plaisent pas à la chaîne car ils sont trop peu originaux. Alors ? C'est de la merde. Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est lors du festival du court-métrage de Meudon où Dies Irae décroche la première place qu'Alexandre Astier fait la connaissance d'Yvan Le Bolloc, qui se montre d'ailleurs très intéressé par l'idée du court-métrage. Il arrive à la société de production Calt qui demande rapidement la réalisation de 4 épisodes pilotes afin de les proposer à la chaîne M6. Forcément, un bosseur tel qu'Alexandre Astier fait qu'il avait déjà réalisé les 6 épisodes pilotes. Bravo Arthur! Bravo! D'une durée moyenne de 5 minutes, les épisodes faisaient apparaître la plupart des personnages du court-métrage avec parfois quelques différences de casting. Par exemple, Audrey Fleurot, qui sera plus tard la Dame du Lac, y incarne Enguerrad, le personnage joué dans la série par Vanessa Gage, qui interprète la Reine Guenièvre dans les pilotes. J'espère que vous avez suivi. Ah bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. La chaîne demande des épisodes plus courts sur le schéma de Caméra Café. 4 nouveaux épisodes sont réalisés qui prennent cette fois la forme que l'on retrouvera durant les premières saisons. La série trouve également son nom définitif, appelé Camelot, avec un seul T dans les 6 premiers pilotes. C'est l'orthographe Camelot, avec 2 T, qui est adopté au final. L'emballement est manifeste au sein de la production et une première saison de 100 épisodes de 3 minutes 30 est commandée. Camelot est enfin né. C'est donc créé en 2005 par Astier et Jean-Yves Robin et elle raconte l'histoire des aventures du roi Arthur et de ses compagnons dans la Bretagne médiévale. 2 caractéristiques principales en font l'originalité. Tout d'abord son format, au départ comédie à gag composé de courts épisodes de 3 minutes chacun. La série évolue à la 5e saison vers des épisodes de 7 minutes pour atteindre au final les 40 minutes dans la saison 6. La série puise dans la matière médiévale et s'inscrit en cela dans la lignée des fictions humoristiques qui s'inspirent du Moyen-Âge chevaleresque à l'image du film culte des Monty Python Sacré Graal. Camelot, Camelot, Camelot. When that's around table, we dance when we're able. We do routines and all the scenes, the footwork impeccable. Le ressort comique de Camelot réside dans la réécriture qu'elle propose de l'imaginaire arthurien. La série joue par ailleurs fréquemment de l'anachronisme en plongeant dans un univers médiéval des personnages à la psychologie et au langage d'aujourd'hui. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Toutefois, et c'est là toute la subtilité de la série, dans cet anachronisme, même Camelot retrouve les racines du mythe arthurien. Si les aventures des chevaliers de la table ronde sont censées se dérouler dans l'Angleterre du VIe siècle, à l'époque appelée la Bretagne, les récits qui composent le cycle arthurien ne voient le jour qu'à partir du XIIe siècle sous la plume de Geoffroy de Monmouth, Robert de Boron et surtout de Chrétien de Troyes. Les figures. Ces récits mêlent un passé légendaire au monde contemporain de leurs auteurs. Chez Chrétien de Troyes, les descriptions de la cour du roi Arthur évoquent le XIIe siècle. Arthur combat chez Geoffroy de Monmouth des ennemis du haut Moyen-Âge, romains et anglo-saxons, mais dans une armure de chevalier du XIIe siècle. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Alexandre Astier, grâce à une fine connaissance de cette production littéraire, poursuit ce mélange des temporalités. Dans Camelot, le XXIe siècle se mêle aux 2 Moyen-Âge du cycle arthurien, celui des invasions barbares et de la chute de l'Empire romain.
ainsi que celui des châteaux, des chevaliers et de l'amour courtois. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! La figure de Perceval, emblématique bien sûr, illustre parfaitement la manière dont Alexandre Astier actualise le mythe arthurien. Dans Perceval ou le conte du Graal, premier texte consacré spécifiquement au personnage, Chrétien de Troyes dresse au XIIe siècle le portrait d'un personnage naïf et ignorant. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Kaamelott reprend cette caractéristique de Perceval pour en livrer sa propre version, en poussant à l'extrême sa naïveté. Il interprète tout au pied de la lettre, les malentendus se multiplient et le comique du personnage tient précisément dans la répétition de ses contresens. La fameuse phrase Ouais, c'est pas faux. par laquelle il essaie systématiquement de masquer son incompréhension donne aussi lieu à de savoureux quiproquos. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Par ailleurs, Perceval dans le roman ne connaît pas son propre nom avant de recevoir l'inspiration alors qu'il s'entretient avec une jeune femme rencontrée dans la forêt. Lui qui ne savait pas son nom, on a l'inspiration et il dit Perceval le Gallois sans savoir s'il dit vrai ou non. Mais il a dit vrai, sans le savoir. Ouais, je me suis gouré. Cet épisode est transposé de manière burlesque dans Kaamelott. Les compagnons d'Arthur s'interrogent sur l'identité d'un chevalier qui fait parler de lui, le fameux Provençal le Gaulois. Au fil de la conversation, ils se rendent compte qu'il s'agit en réalité de Perceval. Ce dernier se trompe de façon récurrente sur son propre nom. Très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça. Bah, je suis pas mystérieux moi. Je suis même pas solitaire alors. Qu'est-ce que vous nous chantez? Vous êtes pas gaulois que je sache? Bah je sais pas ce qu'il vous faut, je suis de Caerdide. C'est au pays de Galles, Caerdide. Vous êtes gallois. Bah c'est bien ce que j'ai dit. Provençal le Gaulois. Le Gallois. Vous êtes pas gaulois. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez provençal non plus. Non, Provençal c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Provençal. Non, Perceval. Je me suis gouré. Pas foutu de savoir son nom. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. C'est quand même pas de bol pour lui, hein, parce que les rares fois où il arrive à faire quelque chose de ses 10 doigts, il se gourre quand on lui demande son nom. Mais Perceval chez Chrétien de Troyes est aussi promis à une destinée extraordinaire. N'empêche que je suis une légende. Cette ambiguïté du personnage est reprise en filigrane dans la série, comme lorsque la Dame du Lac confie à Arthur le potentiel de Perceval. La Dame du Lac me charge de vous dire que vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. Soyez patient, ça va aller mieux. Kaamelott actualise donc le mythe arthurien en proposant, comme au XIIe siècle, une version des aventures de la table ronde où se mêlent passé fantasmé et éléments contemporains. Au final, elle rajoute sa pierre à l'édifice de la légende arthurienne. Mais il n'y a pas que Perceval comme autre personnage marquant. La série en regorge, et ce pour notre plus grand plaisir, et celui de la pop culture. Son comparse, Caradoc, issu de la noblesse de Vannes, est un chevalier particulièrement inefficace et incompétent dont la présence à la table ronde demeure assez inexplicable. Ne sachant ni lire ni écrire, possédant un vocabulaire limité et mal maîtrisé, Caradoc fait régulièrement preuve d'une bêtise autant qu'il suscite l'admiration. Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans? Sire, enfin vous arrivez pour me sauver. Vous sauvez de quoi? De l'hypolipémie. De là? J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. Marie-Adam m'évanouit, avec qui il a plusieurs enfants, Caradoc affirme pourtant ne pas être très porté sur la chose. Au risque de gerber, je vois pas l'intérêt. Il n'est d'ailleurs pas porté sur grand-chose, hormis la nourriture et les techniques avant-gardistes, tout domaine confondu. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La première remonte à une mauvaise rencontre avec des Romains. La seconde s'est développée aux côtés du seigneur Perceval, son inséparable coéquipier. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Caradoc est le génie de la famille. Sûr de lui, totalement confiant dans sa maîtrise de technique, connaissant ces notions qui le dépassent totalement et qu'il tente tout de même de mettre en pratique. Il prend plaisir à expérimenter toutes sortes de techniques de combat avec son ami Perceval quand il ne doit pas s'occuper de son frère simplet Cadoc. Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? En parlant de Cadoc, justement, Elle est où la poulette? il vit toujours chez sa Tatan, au pays de Vannes. T'attends, elle fait des flancs. Il est insomniaque au premier degré, il ne dort jamais, ce qui d'après les druides serait la cause de sa grande faiblesse intellectuelle. Pas du tout, les lapins, c'est gentil. Et Cadoc partage le goût de son frère pour la nourriture et en particulier la charcuterie. Les bouquins, y a rien de mieux pour conserver de l'art. Aux côtés du roi Arthur, on a bien sûr la pauvre reine Guenièvre. Dès le début de la série, la reine apparaît comme une femme bafouée par son mari cherchant sa place. Constamment, on voyait
boulet, elle est considérée comme inutile par le peuple qui trouve qu'elle est con comme une chaise et jugée sur son apparente inefficacité à faire un héritier. Alors que sa mère, Dame Célie, se voit comme celle qui tire les ficelles en Carmélide, Guenièvre est difficilement perceptible aux yeux du public comme un personnage féminin fort. Non mais ça veut pas dire ça, con comme une chaise. Ça veut pas dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes con. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre, je vous prie? Ça veut dire que, comme une chaise, vous êtes jolie. Jolie. Enfin jolie, c'est-à-dire, bon, vous êtes plutôt passive, mais vous êtes pratique. Alors, vous parlez peu, mais simplement, on pourrait pas s'en passer, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est obligé de se s'asseoir par terre. Vous me prenez vraiment pour une conne. Au sujet de Dame Célie, justement, quand je vous parlais d'une histoire de famille, Joëlle Sevilla, c'est la mère d'Alexandre Astier et l'ex-compagne de Lionel Astier. Elle est aussi à l'origine de l'Acting Studio, l'école d'acteurs autour de laquelle gravitent beaucoup de personnes que l'on retrouve dans Kaamelott, comme Alexandre Astier, Nicolas Gambion, Jacques Chambon et tant d'autres. Comme ça a l'air mignon, mais les lascars que vous invitez à votre fête, c'est quand même les pires bourrins du pays. La dernière fête, ils étaient tellement beurrés, il y a eu 3 morts. Mon problème, c'est qu'il faut sans arrêt racheter de la vaisselle parce qu'ils me la pètent, que quand ils sont 25, faut faire rentrer de la bouffe pour 200. Vous savez ce que c'est leur dernière trouvaille? Ils se battent avec des serviteurs. Ils prennent des serviteurs et ils se tapent dessus avec. Et dans la famille Astier, je demande donc le père, Lionel Astier, qui joue Léo Dagan. C'est l'ancien compagnon de Joëlle Sevilla, mais aussi de José Drevon. Et du coup, Lionel Astier, c'est le père d'Alexandre et de Simon Astier. Et au final, José Drevon, qui joue la mère d'Arthur, c'est en réalité la belle-mère d'Alexandre Astier, donc la mère de Simon Astier qui joue Yvain, le frère de Guenièvre. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Quand je vous disais que c'était une grande histoire de famille. Parmi tous ces personnages, comme tout le monde, j'ai mes préférés. Mais en plus de Perceval, Caradoc et Cadoc, j'adore Merlin, que l'on prend pour un incapable, mais qui parfois peut être très surprenant. Car il fait vraiment de la magie, mine de rien. Encore heureux, pour un homme né d'une humaine et du diable, ce serait dommage qu'il ne sache faire que de la broderie. Ah attention hein, oubliez pas que je viens de la forêt. Ah, j'ai pas besoin de vous moi, si je veux je peux vivre dans une cabane que je construis tout seul et je peux manger des racines. Attention! J'ai dit que si je voulais, je pouvais me barrer. Alors attention à ce que vous dites. Et comme il est particulièrement désorganisé et inefficace, ça lui vaut une réputation de nul et ça lui pèse. Oui bon, oubliez pas que je peux très bien habiter dans une cabane. Il y a aussi le maître d'armes qui n'a ni prénom, ni nom connu. Personne ne le désigne autrement que par son titre. Il est l'un des premiers à rejoindre Arthur à ses débuts. Il l'a rencontré à Rome avant même qu'il ne devienne officiellement roi de l'ogre. Il est l'un des plus fidèles sujets du royaume et son intégrité et sa loyauté envers son roi ne faibliront jamais. Oh, garde ma piquette! Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins à travailler. Il est aussi adepte d'un mode de vie très sain. Je ne mange pas de graines! Et ses entraînements quotidiens ont pour particularité de copieusement insulter ses adversaires en guise de stimulation, ce qui lui vaut parfois quelques problèmes. Ha ha, sire! Je vous attends! À moins que vous préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc à l'idée de se battre. D'abord simple invité, Christian Bugeaud a bien vite acquis un rôle régulier dans la série. Il est de plus réellement maître d'armes dans la vie, en plus de sa carrière de comédien. Et pour ceux qui l'avaient reconnu, l'acteur est bien celui qui joue Jean-Pierre, le dentiste dans Les Visiteurs, avec Clavier et Reynaud. Viens voir! Et quoi? Patauge dans la cuvette des chiottes. Dans Kaamelott, on a aussi droit à un autre duo incontournable, celui de Get Knock et Repars. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Paysans bretons, ils sont les porte-parole plus ou moins volontaires de la paysannerie bretonne. Ce sont les meilleurs ennemis, fermiers, agriculteurs, éleveurs, fromagers et boulangers. Ils sont en permanence en conflit, ils s'expriment avec un fort accent. Amateurs de révolte avec ou sans raison, ils emploient régulièrement des manières particulièrement brutales pour régler leurs différends. Faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici, vu comment vous nous traitez. Vous avez pas pensé qu'avec les collègues, on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de fourche? Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. Le boulot est trop dur. On se bousille la santé. Merde. On est obligé d'embaucher des escrocs. Et en ce qui concerne les personnages incontournables, on ne peut pas passer à côté du fameux roi Burgonde. Interprète, warrior. Ennemi du royaume de l'ogre.
bougre, le roi Burgonde tente régulièrement d'envahir la Bretagne à la tête de ses troupes avec une efficacité, on peut dire, vraiment limitée. Le chef barbare semble bien plus intéressé par les dialogues de paix, synonyme de gros repas à la table du roi Arthur, que par les éventuelles négociations. Arthur, va changer assiette pour fromage. Les rares discussions visant à établir une trêve entre les deux royaumes échouent systématiquement, en grande partie par souci de compréhension. Le roi Burgonde ne parle pas la langue bretonne. Il a un temps eu recours à un interprète, joué par l'excellent Laurent Deutsch. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est, les Burgondes? Déjà, c'est un miracle qu'ils soient pas tous crevés. Ils font n'importe quoi, et ils sont plus qu'une poignée. Mais il faut pas vous fier à ce qu'il dit, lui, hein. Déjà, à la base, un Burgonde, c'est con comme une meule. Alors celui-là, vous pouvez pas savoir ce que c'est que de tomber interprète avec un engin pareil. Voilà, toute la journée, il pue, il pète, il lâche des ruines. Tiens, l'autre jour à table, il devient tout bleu. Il était en train de s'étouffer avec un os de caille, cet abruti, hein. Il tousse, il crache, il retousse, et bingo, il me dégueule dessus. Vous le croyez, ça? Une autre fois. Ça va, vous allez pas nous sortir votre biographie? Non, biographie. Il se présente désormais seul à Camelot depuis qu'il a pris des leçons de langue. Il est capable d'articuler quelques chansons et expressions sorties d'on ne sait où, mais qui de toute façon n'entrent en aucun cas dans le vocabulaire diplomatique. Allez, César! Et pour ceux qui ne le savaient pas, le roi Burgonde est joué par Guillaume Brillat. C'est lui qui interprète Obélix dans les 2 Astérix, réalisés par Astier, Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique. Je ne suis pas... Je parlais de Laurent Deutsch, et c'est vrai qu'un grand nombre de têtes connues sont passées par Camelot. François Rollin, pour jouer le roi Lot. Rétro P4, Rex Domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a P4. On peut vaguement faire quelque chose. Elie Moon aussi, pour faire un fanatique inquisiteur. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Il y a aussi l'animateur-acteur Antoine Decaune, qui se trouve dans la peau de Dagonet. D'ailleurs, sa fille Antoine Decaune, Emma Decaune, elle a aussi joué dans Camelot. Elle était Azénor, une jeune femme méfiante et fière, qui refuse d'abord l'offre qu'on lui fait de devenir maîtresse officielle du roi. Arthur aime beaucoup son côté toujours un peu sur la défensive, qui la différencie des autres maîtresses. Mais Azénor est également kleptomane, ce qui risque de lui attirer beaucoup d'ennuis. On a aussi notre Christian Clavier National qui est passé par là pour jouer le jury consulte. Mais rangez, nom d'un chien! Vous n'imaginez tout de même pas, je vais faire tout ça tout seul! Je range! Non, vous rangez pas, vous déplacez des trucs! Moi j'appelle ça glandouiller. C'est un glandeur! Un gros glandeur! Mais également le grand et regretté Guy Bedos pour jouer un rôle cette fois-ci très touchant, celui d'Anton, qui est le père adoptif d'Arthur. Choisi par Merlin pour protéger et éduquer le petit et l'éloigner de son géniteur, Uther Pendragon, Anton s'occupe de l'enfant jusqu'à son départ pour Rome et restera profondément marqué par cette période de sa vie. C'est mignon ce mot, mais intelligent. C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père, du jour où il a débarqué. Après, il me l'aurait pris pour l'emmener à Rome, pour en faire un soldat. J'aurais dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il l'emmenait quand même. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate. Avec le doigt sur la bouche, comme ça. On picole, et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus. Une petite anecdote au passage, Alexandre Astier a interprété un vieux sketch de Guy Bedos. Ça s'appelait Le Surdoué. C'était sur la scène de l'Olympia et la vidéo est disponible sur YouTube. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Parmi tous ceux qui sont passés par Camelot, il y a aussi eu Bruno Salomon, Alain Chabat, ainsi que le regretté Pierre Mondy, qui est venu jouer César. Et il est aussi célèbre pour le rôle de Chaudard dans la 7e compagnie. Il y en a tant qui sont venus faire un coucou au roi Arthur. Il y en a tellement encore à dire sur Camelot, mais cela ferait un épisode qui durerait des heures. J'espère vous en avoir appris de belles, et je vais laisser le mot de la fin à Perceval. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pop Stories, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, il y a d'autres épisodes qui vous attendent. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, à noter, ainsi qu'à vous abonner, vous connaissez la marche à suivre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.